Un autre nouveau décor, tiens. Comme ça, on n'avait déjà pas assez de nouveaux décors, mais bon. Là, c'est pas mal le dernier. C'est la seule chambre que je sais pas encore montrer. Là, on est dans mon sous-sol, là. On est un dernier étage en bas. Mais bref. You les boys et les girls, c'est Ashibal pour vous servir un autre top 10. Et oui, ben je l'avais oublié celui-là. Le top 10 des séries. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tour du monde, du Québec à la France, du Japon au Royaume-Uni, des États-Unis jusqu'en Corée du Sud. On va faire un très gros voyage et on va découvrir les séries qui, moi, m'ont fait le plus vibrer, que ce soit seul, avec mon père, avec ma mère, avec les deux, ou voilà, ou ma grand-mère, ou peu importe. Mais avant, vous savez qu'il me reste, après celle-là, 3 vidéos que je vais être en congé, puis après, je retourne à l'école. Mais ce qui est spécial, c'est que ça se peut qu'à partir du 26, quand je vais revenir à l'école, ça se peut que les vidéos, ça soit plus le lundi. Parce que ma pause de 4 heures, ça se peut qu'elle soit une autre journée. Et pour faire une vidéo, il faut que j'aie une pause de 3 ou 4 heures, sinon ça va être un petit peu difficile. Donc, sachez, je vous préviens, celle-là, c'est bon, tranquille. Les 3 prochaines aussi, c'est un lundi, mais après, ça se peut que ça change. Mais je vais pas pouvoir vous le dire parce que la vidéo du 19, ben... Ah non, attends. Non, je vais pouvoir vous le dire. Le 19, la dernière vidéo de l'été, je vais pouvoir vous le dire, mais... Bref, il va encore avoir des vidéos, vous inquiétez pas. Je sais pas encore ça va être quoi, mais il va en avoir. Mais ça se peut qu'à partir du 26, ça soit plus lundi. Bref. Commençons ce top 10 sans plus attendre avec une série québécoise qui m'a fait surkiffer par son côté. Ben, pas par son côté quoi que ce soit, c'est juste que c'est un humoriste que j'adore qui fait le premier rôle et que ma mère aussi adore. C'est un homme du nom de François Bellefeuille. Est-ce que vous connaissez François Bellefeuille? C'est un humoriste qui a, disons, un humour plutôt rageux. Oui, oui, un humour rageux. Je sais pas si ça se dit forcément, mais c'est un humour où le mec est tout le temps à crise. Il est tout le temps vénère. Et ben, ça nous fait rire parce que ses réflexions en étant vénère sont totalement justifiées. Et voilà, c'est hilarant. Et cette série-là, c'est Tant de chiens, qui est sorti l'année dernière. Et de ce que j'ai lu, il y a une de saison 2 qui arrive bientôt. J'en suis bien heureux. Et voilà, en gros, on va dire un petit résumé, comme quand j'ai fait les films. Hein, comme ça, on va donner peut-être un petit goût d'une une série humoristique, évidemment. Antoine Meyer est vétérinaire et animateur vedette d'émissions à succès du petit écran, mais il est aussi propriétaire d'un hôpital vétérinaire et d'un véritable empire de produits pour animaux. Mais tout son univers bascule subitement le jour où il est plongé dans un scandale bien malgré lui. Et quand il est plongé dans ce scandale, il a frappé un chien puis il devait pas, mais c'était ça ou perdre son bras, il tombe un peu en dépression, il commence à en avoir mort, il se fait lyncher, fait qu'il s'en va aux îles de la Madeleine prendre une pause, mais évidemment, encore là, ça se passe pas comme prévu et c'est génial. Toutes les situations cocasses qui se passent là-dedans, moi je trouve ça absolument génial. C'est une série très simple, hein, c'est pas du high budget comme au US ou n'importe quel autre. C'est très simple, c'est québécois, c'est très simple, mais c'est terriblement efficace à quel point ils sont capables de créer des situations qui fonctionnent parfaitement avec le contexte de la série. Et moi j'adore, tout simplement parce que Bellefeuille, et surtout les interactions, surtout avec un Madelino qui rencontre, c'est un joyeux luron. Un joyeux... quelqu'un qui se soucie pas des trucs extérieurs. Un mec un peu con, mais, mais on s'attache à lui. Parce que je dirais pas qu'il y a un charisme, mais il y a une certaine présence qui est vraiment... qui rend touchante. Donc si vous aimez l'humour québécois, ou les jeux de la Madeleine, ou les chiens, ou que sais-je, allez-y, foncez. C'est totalement pour vous. En 9e, une série française. Encore là, le Québec, il va en avoir une autre série qui est encore plus géniale. Mais la France, pareil. Là, j'en ai un, mais il y en a encore un autre qui va arriver plus tard. Et cette série, c'est une série Netflix qui est sortie, je pense... en tout cas, il y a 3 saisons, donc ça doit faire au moins 3-4 ans. C'est une série avec Omar Sy. Omar Sy, cet homme légendaire, cet acteur légendaire français, surtout connu pour évidemment le rôle du protagoniste dans Intouchable. Mais surtout, et bon, pas surtout, mais au niveau des séries, il est surtout connu pour son rôle de Hassan Diop dans Lupin, dans l'ombre d'Arsène. Une série, je dirais, un peu... certes, c'est un peu drôle, mais je dirais plus qu'une série un peu policière, que sais-je. Voilà.
Il y a 25 ans, la vie du jeune Hassan Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, Hassan va s'inspirer de son héros, Arsène Lupin, pour le sauver. Donc, en gros, c'est un très grand fan de Lupin, Arsène Lupin, et il va utiliser des stratagèmes qu'il a lus dans les livres d'Arsène Lupin pour venger son père, pour se tirer du trouble. Et les séries comme ça, en mode « Putain, j'aurais pas pensé! Bro! » Ben ça, c'est le genre de série très le fun à regarder parce que tu te montres toujours comment il va s'en sortir puis c'est tout le temps ingénieusement génial. Lupin, ou plutôt Hassan Diop, Omar Sy, est tout le temps génial. Il a un charisme de fou raide et ça fonctionne tout le temps. 3 saisons, une 4e qui va arriver l'année prochaine, je crois. Enfin, dans les prochaines années. J'ai très hâte de voir comment ça va se conclure. Parce que jusqu'à date, c'est génial. Vous aimez les choses comme je vous ai dit, ben voilà, c'est exactement. Si c'est exactement ce que vous cherchez, foncez. Vous avez Netflix. Prenez pas de chance, c'est parfait pour vous. En 8, vous connaissez peut-être déjà cette série-là parce que vous l'avez vue sur mon Letterboxd. C'est une des seules séries. Fait, dans mon top 10. Dans les mentions honorables, il y en a. Mais dans mon top 10, c'est la seule série que j'ai vu une critique dessus sur Letterboxd. Fait c'est sûr que je vais peut-être pas autant me mettre à fond que les autres séries, mais tout de même. En 8e position, c'est la série Shogun. Donc, une seule saison, mais très longue, hein, quasiment 10 heures de contenu, 10 épisodes de 1 heure, entre 50 et 70 minutes à peu près. Donc, c'est une série historique avec comme personnage principal un personnage joué par Hiroyuki Sanada, c'est-à-dire l'un des acteurs principaux dans Bullet Train. Et ça va comme suit, c'est un drame historique. C'est en 1600 au Japon. John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné et porteur de secrets qui pourrait aider le seigneur Yoshi Toranaya, le personnage de Sanada, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. Je vous préviens, cette série-là, elle est très loin d'être simple. Mais si les trucs japonais, parce que c'est japonais évidemment, il y a une autre série japonaise plus tard, mais si les trucs japonais si c'est une série composée de 75, ne serait-ce que peut-être 80% de dialogue en japonais vous dérange pas, et que vous avez l'esprit allumé quand vous regardez une série, franchement, Shogun, c'est pour vous. C'est historiquement super accurate, c'est très beau, l'histoire est complexe, mais quand t'es dedans, t'es dedans. Puis franchement, les fans du Japon, foncez, c'est totalement parfait. Si vous voulez apprendre en vous amusant, ou en tout cas en vous divertissant, c'est parfait. Rien à redire. Bon, là, on va aller... Les 3 prochains, c'est 3 séries Netflix. Donc, ces séries-là, vous les connaissez sûrement déjà. Donc, je vais pas non plus m'étendre trop longtemps. En 7e position, c'est la première série que j'ai regardée sur Netflix. Pour moi, Netflix était cette série. Moi, à la base, je voulais avoir Netflix pour 2 choses. Pour Seven Deadly Sins, qui est un animé au final, qui a été longtemps dans mon top 5, mais que finalement j'ai dégagé parce que je commençais à plus rien comprendre, puis ça commençait à être moche. Et cette série, c'est motherfucking Stranger Things. 4 saisons, une 5e en préparation qui genre va être une masterclass. Est-ce que j'ai besoin de vous dire comment cette série est une masterclass? Non, hein, on sait tous. En 1963, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis se lancent alors dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponse, le garçon rencontre une étrange fille en fuite. Vous connaissez, c'est horreur, fantastique, science-fiction, comédie, drame, il y a tout. Il y a tout. Mais principalement, je dirais, c'est de l'horreur fantastique. Et vite fait un peu historique, vu qu'on dégage genre 30 ans dans le passé. Mais tout de même, donc, cette série a fait connaître un nombre d'acteurs de fous. Juste Millie Bobby Brown, Finn Ford, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Joe Keery, ou je sais pas, littéralement David Harbour, aka le Père Noël. Putain de Père Noël. Maya Hawke, Winona Ryder qui est de retour, et tellement d'autres qui ont fait une job de masterclass. C'est une série qui fait peur, et d'habitude, je suis pas très friand des séries qui font peur,
mais celle-là est tellement ingénieuse. Il y a toujours une tension que tu dis, putain, il va se passer quoi, bordel? Et à chaque fois, c'est génial. C'est filmé, c'est magnifique. Le suspense, il est là, toujours. Ben, en fait, est-ce que j'ai besoin de vous convaincre d'aimer Stranger Things? Ben non. Parce que tout le monde, si vous aimez ou vous aimez pas, tout le monde connaît Motherfucking Stranger Things. C'est génial. Parce que c'est Stranger Things. C'est un peu comme Lord of the Rings. C'est génial parce que c'est ça. Stranger Things, c'est génial parce que c'est Stranger Things, précisément. Vive la saison 5 qui va arriver, je l'espère, dans moins d'1 an. Espérons-le. Parce que je sens que ça va être une masterclass, cette fin. La saison 4, autant les 3 premières saisons, je les ai beaucoup appréciées. La saison 4, elle m'a trouvé le cul. Clairement. Et... Je pourrais quasiment dire que je peux crever en paix, mais non, il y a une saison 5. Bref. Ça, c'était donc la 7e. Donc, en 6e position, on reste sur Netflix, mais avec une série complètement différente. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je suis un homme atteint d'autisme. Ça change pas grand-chose. Au fond, je suis quasiment heureux d'être TSA parce que les TSA sont plus intelligents. Mais tu sais, je parle tout seul, j'ai des comportements un peu étranges, puis je suis très stické. Je sais pas, vous connaissez peut-être pas le mot stické, mais en gros, ça veut dire que si j'ai quelque chose à faire dans ma journée, il faut absolument que je le fasse. Je fais des horaires, voilà, c'est ça. Moi, je prévois mes journées. C'est bien dans un sens, mais à chaque fois qu'il y a un petit truc qui vient interférer, ça me pète les couilles. Et c'est aussi le cas du protagoniste de cette série, hein, donc je l'ai dit, Netflix, autisme, évidemment, on parle d'Atypique, Atypical, qui encore là est une série qui est pas high budget, mais qui est géniale pour les gens qui soit sont TSA ou vivent avec des TSA ou qui veulent en apprendre plus sur le quotidien de quelqu'un qui est TSA. Atypique, c'est, si je ne m'abuse, la première série dans ma liste, en tout cas, qui a 4 saisons, mais terminée. C'est terminé. Et voilà. Donc, Sam, un jeune adolescent autiste, se met en quête d'une histoire romantique et d'indépendance. Sa volonté de trouver l'amour sera un véritable tournant dans la vie de sa mère. D'un côté, on a sa sœur, qui est un peu la grande sœur qui fait, tu sais, qui casse un peu les couilles, mais qui t'aime bien et tout. T'as la mère qui est vraiment, la mère comme la mienne, quoi, qui est tout le temps en mode faut que je protège mon fils. T'as le père qui est, c'est un peu comme, en fait, c'est quasiment un peu comme moi, en fait. La mère qui s'inquiète trop pour son fils et le père qui, il vit avec, puis il est pas trop au courant de tout, mais il fait ce qu'il peut, voilà. Et ce qui est génial, c'est que, j'allais dire, c'est comme Shogun. C'est pas comme Shogun. Ce que je veux dire, c'est que c'est totalement... À chaque fois que Sam a un comportement typique des gens avec un TSA, moi, je trouve ça génial parce que déjà, je le comprends, parce que je le suis aussi. Mais en plus, c'est parce que ça fonctionne terriblement bien. Et oui, j'ai l'impression que depuis le début, je dis que tout fonctionne terriblement bien. Mais c'est pas de ma faute si tout fonctionne terriblement bien. Si une série fonctionne pas bien, je serais pas là déjà, hein? Bon, j'ai pas dit, mais ça et le Stranger Things, c'est évidemment américain, hein, mais franchement, c'est drôle, c'est touchant. Il y a des scènes encore que j'ai en tête, genre la dernière scène avec sa blonde, Paige et lui, je la trouve, j'ai quasiment broyé à quel point cette scène-là est magnifique. Un dernier truc aussi sur cette série, c'est que le perso principal, lui, sa passion, je pense, c'est tout ce qui a rapport avec les pingouins et l'Antarctique. Et moi, je trouve ça très drôle parce que techniquement, la passion que lui a pour ça, c'est techniquement la mienne que j'ai genre pour BTS ou Les Pieds ou Fairy Tail, Jojo, voilà. Et je trouve ça génial à quel point cet élément d'intrigue est toujours présent dans toutes les situations. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne terriblement bien. Et les gens qui veulent en apprendre plus sur les TSA ou qui vivent avec un TSA ou avec des gens qui le sont, regardez, c'est fini. Donc, attendez, besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est là. C'est frais, tout cuit dans le bec. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Après ça, en 5e, on va outre-Atlantique. On reste dans la même langue anglaise, mais on s'en va au Royaume-Uni avec une autre série Netflix qui, cette fois, je l'ai regardée avec mon père. En fait, au début, je l'avais commencé tout seul. Mais la série commence littéralement avec une scène de cul, avec des gens qui baisent. Et là, t'as mon père qui arrive en mode « t'attendais que personne soit là pour la regarder, hein? »
Puis là, je dis, non, non, c'est pas un film de cul, Michel, si tu veux, on peut le regarder ensemble. Et au final, ben, dans les 4 saisons, on les a toutes regardées ensemble. Mais évidemment, on a kiffé tous les deux. Et cette série-là, ben, c'est probablement la série anglaise la plus connue, une des séries anglaises les plus connues sur Netflix. Éducation sexuelle, Sex Education, avec Ash ou Asha, je ne me rappelle plus. Asa Butterfield, que j'ai connu dans Miss Peregrine des enfants particuliers. Donc, et ça a aussi fait connaître beaucoup d'acteurs là-dedans, comme Emma Mackey, Nkuti Gatwa ou Connor Sinwells. Je pense que si je m'abuse, les trois ont joué dans le film Barbie. Nkuti Gatwa et Emma Mackey, ils font un Ken et une Barbie. Et Connor Swindell, lui, il fait quelqu'un qui travaille pour Mattel. Mais bref, ça n'a pas rapport. La rebelle Maeve entraîne Otis, un ado vierge, mais dont la mère est sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Ce qui est génial là-dedans, c'est que là aussi, t'apprends full de trucs. T'apprends full de trucs sur l'éducation sexuelle. Oui, j'ai eu mon cours en session 2 de sexualité humaine, mais ça, c'est la première... bon, oui, c'est sûr. Il y a eu, évidemment, le fameux zizi sexuel, dans le fameux livre, mais ça aussi, c'est une série... Bon, c'est sûr que c'est pas pour mettre entre les mains des enfants, mais je sais pas, quelqu'un de 12, 13 ans, c'est une série parfaite pour apprendre avec une série, avec une excellente narration, tous les trucs en rapport avec le sexe hein, ou l'amour en général, hein, tout le peut-être pas tout le lexique des LGBT, mais quand même une bonne partie. Et tous les. Tous les. Je sais pas, on a un couple de mères. Il n'y a pas de père, un couple de mères. On a la mère sexologue, on a le mec qui est vierge, mais qui sait tout. Il y a toute la théorie, mais il y a zéro pratique. Bon, loin de moi l'idée de dire que j'ai autant de théories que lui, mais c'est un peu similaire à moi. Quoi. Et voilà, ben, c'est une série quasiment... Je serais pas éducative, mais tu sais, t'apprends des choses. Et avec mon père, on a vécu des moments, très bons moments en regardant cette série. Encore là, on est sur 4 saisons terminées, donc c'est une série terminée. Ça me manque un peu, je l'avoue, mais il faut passer à autre chose. Mais cette série-là, franchement, c'est GOAT, c'est GOATed, c'est génial. Et c'est encore là, ouais, si vous voulez apprendre des choses à propos de la sexualité, tout en évidemment voyant certaines belles images, hein, bon, voilà. Mais tu sais, c'est pas trop trash. On voit des trucs, mais c'est pas non plus ultra explicite. Enfin, visuellement, en tout cas, ça parle de sexe, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu de partie génitale. Mais soit. C'est pas à mettre entre les mains genre des enfants de moins de 12 ans, mais en haut de 12 ans, franchement, allez-y. C'est excellent, c'est excellent. Bon, je vous avais promis que le Québec reviendrait en force, et bien c'est le cas. En quatrième position, une série québécoise. C'est absolument incroyable qu'une série québécoise soit placée aussi haut. Mais c'est juste d'une dinguerie à quel point cette série ose des trucs de fou raide et ça passe tout le temps et c'est génial. Cette série, c'est une série qui a 3 saisons actuellement. Je sais pas si c'est une 4e en cours. C'est celle-ci, Le Bonheur. Le titre, très simple, mais description. À la suite d'une dépression nerveuse, François Plante, un enseignant au secondaire qui décide de quitter tout pour partir s'installer sur une fermette à la campagne avec sa femme et leur fils adolescent. Il espère écrire son fameux roman, élever des poules et des chèvres, faire son fromage, mener une existence libre et paisible, bio, écolo et bercé au rythme des saisons. Mais sa promesse du bonheur ne sera pas de tout repos, alors que plusieurs imprévus feront surface. Les gens qui ont regardé cette série savent pourquoi c'est absolument... C'est une série que je peux appeler une série scandaleuse,
mais dans le sens génial du terme. Parce qu'ils osent dire des choses, faire des choses que pas beaucoup de personnes essaieraient. Et eux autres, c'est un condensé de dingueries qu'on n'aurait jamais cru possible, disponible dans une série. Et pourtant, moi, je me suis dit, c'est tellement scandaleux. La saison 1, dès la saison 1, c'est scandaleux. Je me suis dit, elle va se faire détruire. Et pourtant, il y a eu 2 autres saisons. Ça s'est fait un peu détruire aussi. Il y a eu certains scandales, mais jamais rien de trop gros pour arrêter la série. Et je trouve ça absolument merveilleux que ça soit encore disponible parce que c'est une dinguerie à quel point ça choque. Mais c'est de l'humour. Il y a de l'humour noir là-dedans. Il y a de l'humour morbide. Il y a de l'humour qui clash les mauvais côtés de la société, comme à quel point les adolescents de notre génération sont complètement imbéciles, à quel point il manque de profs, à quel point on doit se casser le cul pour que l'éducation fonctionne. Enfin, c'est souvent en rapport avec l'éducation, vu que je suis un ancien professeur, mais tu sais, on a d'autres trucs, d'autres dingueries qui se passent dans les... On a un autre épisode où tu as des drag queens où tu as littéralement que des drag queens qui travaillent. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai rencontré une drag queen à l'école et cette drag queen-là était dans la série. Bon, je savais pas, mais voilà, c'est génial. Et c'est... Non, mais vraiment, c'est un scandaleux, mais absolument légendaire. Et je peux pas croire que ça existe, mais ça existe. Et j'adore Top 4 immédiat. C'est une putain de dinguerie. Si vous aimez l'humour tâche, l'humour qui choque, c'est pour vous. C'est légendaire. En top 3, on va aller en Corée du Sud. On n'était pas encore allé en Corée du Sud. Et je vous préviens, mon top 10, il pourrait changer. Il pourrait totalement changer. Évidemment, comme d'habitude, quand mes tops changent, je vous le dis. Et là, je vais vous le dire, c'est une version coréenne d'une série qui est probablement la série la plus connue d'Espagne. Donc, vous connaissez probablement cette série qui est La Casa de Papel, que je vais mater dans les prochaines semaines. Et moi, en top 3, j'ai ni plus ni moins que la version espagnole, la version sud-coréenne de cette série. Donc, c'est Money Heist Korea Joint Economic Area. Donc, la version coréenne de La Casa de Papel. Et voilà, donc c'est un mystérieux génie du crime surnommé le professeur rassemble 8 voleurs afin d'organiser une prise d'otage à la maison de la monnaie et de réaliser un casse d'une ampleur sans précédent. Si vous connaissez la version espagnole, la version coréenne, même s'il y a des différences, c'est à peu près la même chose, en tout cas la saison 1, parce qu'on n'a pas encore eu d'autres saisons. Mais moi, la Casa des Papel, au début, j'étais pas... Enfin, au début, pendant un long bout, j'étais pas motivé, parce que, tu sais, c'était 5 saisons, je me suis dit, frère, je vais prendre une année complète, regarder tout ça. Mais au final, t'as une version coréenne qui est sortie, je l'ai regardée, puis j'ai été sur le cul à quel point cette série, c'est incroyable, à quel point tu sais pas pour qui prendre. Un peu comme Death Note. D'un côté, Kira, de Death Note, hein, pas de Jojo. Kira, oui, il tue du monde, mais c'est des connards. Mais il tue du monde. Et de l'autre côté, t'as la police qui essaie de l'arrêter. En même temps, il tue du monde, mais ce qu'il tue, c'est du mauvais monde. Fait que tu sais jamais pour qui tu veux. Et c'est pareil pour ça. Est-ce que tu veux que la police arrête les braqueurs ou est-ce que tu veux que les braqueurs réussissent leur braquage? Voilà, c'est tout le principe. Ne pas savoir pour qui être. Parce qu'on te met les 2 points de vue, puis on les met à peu près au même niveau. Il y en a pas un que tu dis, ah, lui, non, faut pas qu'il. Non. C'est totalement égal et c'est génial. Évidemment, en plus, c'est coréen, fait que moi, la Corée, là, les endroits asiatiques, moi, je kiffe. Et ce qui est génial aussi, ben, je pense pas qu'il y a des acteurs de là, mais en tout cas, c'est à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, dans la série, pas tous les personnages sont des Sud-Coréens, il y a des Nord-Coréens aussi. Et c'est génial. Parce que pour une fois, on a une série coréenne où il n'y a pas juste des Sud-Coréens. En tout cas, peut-être que c'est juste des acteurs Sud-Coréens, mais il y en a certains qui jouent des Nord-Coréens. Et je sais pas, il y a du suspense à foison, il y a des personnages marquants. Et ce qui est génial, c'est que pour la majorité des séries et des films, ben, tu retiens pas le nom des persos parce que c'est difficile de retenir des noms coréens quand tout le monde s'appelle Kim ou Park. Mais là, c'est facile parce que comme Squid Games, Squid Games, c'est des numéros. Ben là, c'est des noms de capitales. Séoul, Berlin, Moscou, Oslo,
Helsinki. Et voilà, donc c'est facile à retenir. En plus, moi, le professeur, c'est un esti de gros beau gosse, dans tous les sens. Et franchement, si la série coréenne est top 3, j'ai très hâte de voir la version plus aboutie, la version espagnole. Et dès que je vais avoir fini la série, je vais vous le dire si ça rentre dans le top 10, ce qui est très probable. En deuxième, bon, on est où là? On est rendu, on revient au Japon, hein, bien sûr, on revient au Japon, avec une série que vous connaissez probablement pas, qui est sur Netflix, c'est 2 saisons. Et en gros, c'est une histoire encore là, rapport avec le sexe, faut croire que j'aime ça. C'est l'émancipation de la pornographie japonaise dans les années 80. C'est The Naked Director ou le réalisateur nu. Ouais, c'est génial. Dans le Japon des années 80, l'ère Showa s'achève et Kaoru Kuroki fait désormais sensation. Saphir et Poséidon lancent vidéo sur vidéo, mais la répression ne cesse de menacer leur business. Et là, t'as Muranishi qui essaye de libérer... En fait, c'est la libération sexuelle du Japon, cette série. Et franchement, il n'y a que des Japonais qui auraient pu se dire « Hey, c'est une esti de bonne idée, on va faire une série sur un réalisateur de films de cul. » Et le pire, c'est que ça fonctionne. Il y a du cul, évidemment, soyez pas choqués. Il y a du sexe, et je sais pas si c'est simulé, mais là, c'est pas caché. On envoie des seins. Et en plus, c'est non censuré, parce que c'est littéralement tout le principe, parce que les trucs de cul au Japon dans ce temps-là, c'était censuré. Mais là, c'est pas censuré. Fait que vous allez être choqués. Mais c'est génial. C'est génial parce que c'est sans filtre et que jamais personne n'aurait fait une série de même, à part évidemment les putains de Japonais, parce que les Japonais, eux autres, sont détraqués mentales. Ils sont détraqués, mais ça fonctionne parce que c'est des Japonais. Parce que c'est japonais, c'est détraqué. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est la semi-biographie de réalisateur de films de cul. Japonais. Donc, oui. Si vous aimez voir des filles japonaises à poil, c'est pour vous. Mais c'est pas juste ça, hein. Il y a aussi des trucs avec la mafia, la Yakuza. Il y a les problèmes financiers. Enfin, c'est très complet. C'est 2 saisons, mais c'est très complet. Avant de vous dire mon top 1, quelques petites mentions honorables, parce que j'en ai quelques-unes. Pour commencer, j'aurais cette série, la fameuse Ratched. Évidemment, j'ai regardé Evolution Coucou, que vous savez est un 5 étoiles, donc il me fallait regarder cette série, qui est tout aussi... pas tout aussi, mais qui a son charme. Un charme, une esthétique très... il y a 100 ans, une série, je pense, des années 30, 20 ou 30. C'est hard, c'est très hard, mais c'est très bon. Après, on a Mercredi. Évidemment, bon, on connaît la réputation de Mercredi, oui, évidemment, c'est pas horreur, mais tu sais, c'est un petit truc, un truc de mystère, un peu, avec de l'épouvante. Jenna Ortega, moi, je l'ai connue dans Harley Cadet de mes soucis, que j'aurais pu mettre dans la liste, mais je sais pas si je pouvais considérer ça comme une série, plus une sitcom. Mais tant, mon top 1, c'est techniquement en même temps une sitcom et une série, fait peut-être qu'un jour, je vais aussi faire la liste des sitcoms, mais franchement, je suis pas sûr, j'en ai regardé assez. J'ai regardé Harley Cadet de mes soucis, Jessie, hein, qui est absolument génial. J'aurais pu mettre Insatiable aussi, qui est très bon. Mais franchement, je sais que je le dis à chaque fois, mais là, je vous jure, je sais pas quoi faire d'autre comme top après celui-ci. Si je réussis à faire un top des séries animées, j'ai 4-5 noms en tête. Si je suis capable d'en faire une, je vais peut-être la faire, mais très franchement, comptez pas sur les top 10 pour ce qui est des prochains mois, à part si j'ai une illumination à un moment donné. Mercredi. Après, on a une autre série que vous avez vue, que j'ai regardée sur Letterboxd, donc Le jeu de la dame avec Anna Taylor-Joy, qui, c'est une série d'échecs. L'échec, le jeu, hein, le chess. Même si tu comprends rien au chess, c'est génial parce que c'est... Mais si je vois, c'est ouais.
En plus, désolé, moi je fais partie des gens qui adorent Anya Taylor-Joy, surtout depuis le film Mario, mais surtout le menu, hein, je commence vraiment à le savoir. Voilà. Et pour les deux autres, je les ai beaucoup aimés. Il aurait pu totalement rentrer dans le top 10, c'est juste que c'est deux adaptations c'est des live-action d'animés. Mais c'est pas des animés comme JoJo, Fairy Tail, Food Wars, Dr. Stone, non. C'est le live-action de Yu Yu Hakusho et One Piece, qui sont deux séries absolument incroyables qui auraient totalement pu être dans le top 10. Mais j'étais pas sûr si je pouvais considérer ça comme une série vu que c'est un live-action. Mais bon, si vous connaissez l'histoire de Yu Yu Hakusho et l'histoire de One Piece, c'est la même chose, mais avec du vrai monde. Et les deux fonctionnent terriblement bien. C'est juste que, vu que c'est des live action, j'étais pas sûr si je pouvais me permettre de les mettre là. Mais bref. Dans la fin de ma dernière vidéo, je vous avais dit que ce mois-ci, en juillet, je m'étais maté une série au complet. Et là, aujourd'hui, il me reste juste le film à regarder. Et c'est la fameuse série française que j'ai promis depuis Lupin. C'est une série que j'ai regardée parce que ma mère, c'est sa série préférée. Et au final, faut croire que c'est aussi ma série préférée. Cette série a 6 saisons. Les 3-4 premières, c'est des sketchs de 3-4 minutes. Puis après, tu as une narration. Donc au début, c'est un peu de sitcom, on peut dire ça de même. Mais après, il y a une histoire qui se développe. Puis là, il y a le film, évidemment, et tout. Oui. Si vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Une série qui va... Il y a un film qui est sorti, il y en a 2 autres qui vont sortir l'année prochaine et dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc, je vous l'annonce officiellement. Et ça va faire très plaisir à ma mère, ça c'est certain. Ma série préférée est celle que je viens de finir. Je l'ai finie hier. J'ai fini à la saison 6 hier. Ma série préférée, c'est Motherfucking Camelot. Ah oui. Ah là, je suis sûr que ma mère est en train de faire une syncope, là, à quel point elle doit être heureuse de savoir que c'est mon top 1. Pourquoi c'est mon top 1? Déjà, c'est hilarant. C'est hilarant. C'est le quotidien banal et burlesque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, quête du Graal, repas en famille et stratégie militaire. Cette série, on a les meilleurs personnages de l'histoire des séries. On a Caradoc, le mec qui bouffe tout le temps. On a son frère Cadoc qui est complètement con. On a Perceval et ses réflexions farfelues. Bohort, le gros peureux. Merlin, l'incompétent. Léo Dagan, en fait, pour beaucoup de persos, hein, Léo Dagan, sa blonde, beaucoup de monde. Beaucoup de monde, hein, c'est des gros rageux. En fait, pas des courageux, mais des gens détestables. Et leur détestablerie, oui, détestablerie, c'est ce qui fait qu'ils sont géniaux. Et franchement, les séries, en tout cas les 4 premières, c'est de l'or en bord au niveau de l'humour. Que ce soit avec les persos que je vous ai dit. Oh putain, mais je t'ai rien demandé, toi. Attends, tu vois, je vais lui demander, ok? Siri? Connais-tu Camelot? Voilà le synopsis pour Camelot. Je t'ai pas demandé le synopsis, grosse épaisse. Je t'ai demandé si tu connaissais. Non, mais elle ouvre sa gueule, c'est pour rien dire. Putain. Bref. Camelot, c'est génial. Parce que c'est Camelot. Je sais que je suis chiant. Je sais que je suis chiant avec ça, mais voilà. Et ce qui est génial avec la série, c'est que c'est pas. Il y a un rôle, ils l'ont donné à quelqu'un. C'est le mec qui a fait la série. Je vais vous en parler profondément en 5-6 minutes
dans quelques temps. Lui qui a réalisé, il a tout fait. Il a réalisé, il a fait la musique, il a fait le cast, mais lui, il avait les gens en tête. Et après, il a créé le rôle pour la personne. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que ça, c'est Astier qui a fait ça. Astier, oui. Mais en même temps, Astier, c'est drôle de dire Astier parce que toute sa putain de famille est dans la série. Léa Dagan, c'est son père. Célie, c'est sa mère. Alors que c'est ses beaux-parents dans la série. Simon Astier, son frère, c'est son demi-frère. C'est génial. C'est une série familiale. Enfin, familiale dans le sens que c'est toute la famille Astier qui est dedans. Mais évidemment, on sait tous que le mastermind derrière ça, c'est Alexandre. Alexandre Astier, une légende. Vous aimez Kaamelott, vous aimez Alexandre Astier, forcément. J'ai regardé le petit court-métrage, Dies Irae, et j'ai aussi regardé évidemment les deux conférences. Donc on a Que ma joie demeure, qui est sur JS Back, et surtout l'Exoconférence, qui est sur l'espace. Et c'est absolument génial à quel point cet homme est multitâche. Il sait tout faire. Il connaît... C'est ce que je pourrais appeler un Léonard de Vinci moderne. Il sait faire de la musique, il sait faire des conférences, il a des connaissances de fou sur tous les sujets, il fait de la musique, c'est un excellent acteur, un excellent réalisateur, un excellent créateur tout court. Et franchement, ce mec, il est juste... C'est juste fou à quel point cet homme sait tout faire. Voilà. Donc vous savez maintenant quelle est ma série préférée. Et celle-ci, après toute attente et après un mois complet, 4 semaines à regarder la série, c'est la plus meilleure, la plus mieux de tous, c'est Kaamelott. Kaamelott. Évidemment, 2 T pour qu'on prononce le Kaamelott, non Kaamelott, et le 2 A pour Alexandre Astier. Voilà. Vous savez qu'il est mon top 1, maintenant on a fini, donc maintenant vous connaissez mon top 10. J'espère que vous avez apprécié aussi ce top 10 comme tous les autres. Et à bientôt pour... Ah, à bientôt, putain, mais je suis tombé pressé, là. Oh! Ah, j'espère que vous avez aimé cette liste, hein, un autre top 10, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un autre top 10. Même moi, je m'y attendais pas à ce qu'il y ait un autre top 10. Pour la suite, là, on a fait toutes les vidéos du mois, on a fait les 3 retours en enfance, la critique qui a étrangement fucking bien fonctionné, bon, tant mieux, 86 vues, on dit pas non, et cette vidéo-là. Donc, il reste 3 vidéos d'ici la fin de mes congés, et bien ces vidéos-là, à partir de là, ça va être mystère et boule de gomme. Je sais zéro ce que je vais faire, mais je sais que ça va être bien. Et ça va pas changer, peut-être la date, mais ça va pas changer, le contenu va rester relativement similaire, des critiques, des top 10. Ben, les top 10 peut-être pas, mais bon, les critiques, top 10, les lectures ils vont revenir à un moment donné. Voilà, donc j'espère que vous allez toujours aimer ce que je fais. Et à la semaine prochaine pour un truc mystère qui, je l'espère, va vous satisfaire. Mais voilà, des beaux rimes pour finir cette merveilleuse vidéo. Mais avant, pour finir, j'ai une petite question pour vous. Elle est où, la poulette?